parler de l'ordinateur. Pourquoi l'ordinateur quantique? Jusqu'à présent, nos ordinateurs nous ont suffi, les ordinateurs classiques. Et donc, légitimement, on peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'ordinateurs quantiques? Alors, je vais commencer par la loi de Moore. Donc, la loi de Moore, tout le monde pense la connaître, en fait. La loi de Moore, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que le nombre de transistors dans les microprocesseurs double tous les 2 ans. Souvent, vous avez peut-être entendu une loi de Moore avec 18 mois, mais en fait, c'est faux. C'est tous les 2 ans. Donc, ça a été énoncé par Gordon Moore, l'un des 3 fondateurs d'Intel, en 1975. Il avait fait une première loi en 1965, mais qui portait sur le nombre de composants dans les processeurs et pas les microprocesseurs. Donc, sur ce graphe, on voit ici le nombre de processeurs au cours du temps, le nombre de transistors dans les processeurs Intel en rouge, et en bleu pointillé, c'est la loi de Moore. Donc on voit que cette loi a été très bien respectée, vérifiée, on va dire plutôt, de 1975 jusque les années 2000, 2015, 2016. Alors il y a une loi, on vous entendait parler des fois d'une loi sur 18 mois, mais en fait ça donne cette courbe en vert, donc on voit que c'est pas correct. Alors cette loi de Moore, souvent on dit que ça correspond à la puissance des ordinateurs, puisque plus il y a de transistors sur une puce, normalement plus elle est puissante. Néanmoins, donc on voit que cette puissance, elle augmente au cours du temps, donc suivant la loi de Moore, mais cette loi de Moore, c'est une loi exponentielle, puisque ça double tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans multiplié par une constante qui est 2. Donc ça, c'est exponentiel. Et on sait bien en physique que toutes les lois exponentielles ont une limite. Par exemple, dans l'économie, on sait bien qu'une croissance à 2%, ça ne peut pas être le cas indéfiniment, parce qu'un jour, on va atteindre une limite, des ressources de la Terre, par exemple. Dans le cas des microprocesseurs, évidemment, ces limites sont tout autres. C'est des limites physiques. Donc la première limite, c'est la finesse de la gravure. Donc le nombre de transistors qu'on peut faire par centimètre carré, qui est limité par la diffraction de la lumière. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour faire des microprocesseurs, on a des systèmes de projection sur du silicium à partir d'une sorte de diapositive. Et en fait, si la finesse est trop importante, si la gravure est trop fine, et bien lorsque la lumière va passer dans ces caches qui permettent d'imprimer, de photographier, si vous voulez, les processeurs, et bien on va avoir une diffraction de la lumière à travers c'est quelque chose qui va ressembler à un réseau de diffraction. Ensuite, on a l'effet tunnel. Alors l'effet tunnel, c'est quoi? C'est un effet quantique, justement, c'est-à-dire que si vous avez 2 fils qui sont parallèles, qui sont très proches l'un de l'autre, en physique classique, si les 2 fils ne se touchent pas, les électrons ne vont pas passer de l'un à l'autre. C'est impossible, il n'y a pas de conducteur entre les deux, donc ils ne passent pas. En physique quantique, c'est possible parce que les électrons sont portés, on peut dire, par une fonction d'onde qui va s'atténuer lorsqu'on sort du conducteur, mais qui ne va pas être tout de suite nulle. Ce qui veut dire que si les 2 conducteurs sont très proches, il y a une possibilité quand même que les électrons passent de l'un à l'autre, même si en physique classique, ils ne peuvent pas. Donc ça, c'est un effet quantique qui limite la finesse des microprocesseurs. Il y a un autre facteur qui limite la puissance, cette fois, des microprocesseurs, c'est la fréquence est limitée par un certain nombre de phénomènes. D'abord, l'émission de rayonnement. Quand on a un conducteur qui est parcouru par de l'électricité qui passe dans un sens puis dans l'autre, c'est ce qui va se passer lorsqu'on est dans un microprocesseur qui tourne à une certaine fréquence, eh bien on a une émission de rayonnement. Voilà. C'est le principe de l'antenne. Par conséquent, on ne peut pas monter trop en fréquence. D'autre part, quand on monte la fréquence, on a aussi des problèmes de chaleur dans les microprocesseurs. Tout ça fait que, en fait, on commence à atteindre une limite. Et on prédit la fin de la loi de Moore pour 2016, donc c'est dans le passé, donc c'est une prédiction assez facile à faire. Mais néanmoins, on dit qu'on a atteint les limites de la loi de Moore. De toute façon, si vous avez quelques années d'expérience en informatique, vous savez que par exemple, que quand on achetait un nouveau PC dans les années 90, on avait des gains de performance qui étaient gigantesques. Moi, quand je suis passé d'un 386 SX16 à un Pentium 90, quand je faisais des calculs d'image de synthèse à l'époque,
Avec POV, ça allait 2000 fois plus vite. Donc des images qu'on calculait en toute une nuit, elles se calculaient en quelques minutes. Maintenant, c'est plus le cas. Quand on achète une nouvelle machine, on n'a plus des gains de performance aussi phénoménaux, sauf peut-être pour les cartes graphiques. Voilà. D'autre part, en parallèle, on a une évolution des besoins de calcul qui sont de plus en plus importants. Donc à titre d'exemple, je vous mets ici un graphe qui représente la puissance des ordinateurs de Météo France entre 92 et 2016. Vous allez me dire, bah, c'est linéaire. Bah non, c'est pas linéaire, parce qu'en fait l'échelle ici elle est logarithmique. Donc c'est pas du tout linéaire en fait. Et ici, quand on a l'impression que c'est linéaire, en fait on a multiplié la puissance. On est passé de 2 gigaflops à 5,119 gigaflops, c'est-à-dire que et puis entre les deux, il y a le Tera. Donc en fait, on a une multiplication de puissance de 2,5 millions environ. Ce qui est quand même assez gigantesque dans la mesure où on n'est quand même que sur 24 ans. Ce qui veut dire que les besoins en calcul augmentent très vite. Et donc on a besoin d'ordinateurs de plus en plus puissants. Alors, d'autre part, donc si on ne peut pas augmenter la puissance d'un ordinateur individuellement, on multiplie le nombre. Et là, je vous ai donné quelques chiffres pour vous donner une idée, des chiffres qui commencent à dater d'ailleurs, hein, du nombre d'ordinateurs dans les data centers des plus grosses entreprises du web. Donc Google en 2010 déjà, donc ça commence à dater, on était déjà à plus d'1 million d'ordinateurs. Microsoft 1 million en 2013, Amazon 450 000 en 2012 et OVH 140 000 en 2013. Donc ça représente un nombre d'ordinateurs assez conséquent. Et en fait, la consommation des data centers au niveau mondial représente 2% de la consommation d'électricité mondiale, ce qui est loin d'être négligeable. Et par conséquent, on a d'un côté une augmentation des besoins en calcul, et de l'autre, on arrive à une limite en termes de ce qu'on peut faire avec des ordinateurs classiques. Et par conséquent, on aimerait bien qu'il y ait une révolution dans le domaine du matériel, de manière à ce qu'on puisse avoir des ordinateurs beaucoup plus puissants. Donc une des pistes, ce sont les ordinateurs quantiques. Le premier à avoir émis l'idée d'ordinateur quantique, c'est Richard Feynman. Moi, je ne sais pas si vous connaissez, Richard Feynman, c'est un physicien américain, très connu. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit, Richard Feynman? Il a dit, au lieu de nous plaindre que les simulations des phénomènes quantiques demandent des puissances énormes à nos ordinateurs actuels, utilisons la puissance de calcul des phénomènes quantiques pour dépasser nos ordinateurs actuels. Alors c'était un peu une boutade parce qu'à l'époque, on n'avait aucune idée de comment on pourrait faire. Néanmoins, ça a commencé à se cristalliser, cette idée, avec un certain nombre de découvertes. En 1994, Peter Shor, donc chercheur chez AT&T, il démontre qu'il est possible de factoriser des grands nombres dans un temps raisonnable en utilisant des calculateurs quantiques. Donc ça, évidemment, qu'est-ce que c'est l'application la plus évidente de la factorisation de grands nombres? C'est la crypto, hein, c'est l'algorithme RSA, qui repose sur des grands nombres factorisés, enfin des deux grands nombres multipliés. En 1996, Grover, lui, invente un algorithme qui permet de trouver une entrée dans une base de données non triée en racine de n, sachant que les algos, on va dire classiques, ils sont en général en n. En d'autres termes, si vous avez 10 cartes retournées, que vous cherchez une des cartes dans le lot, vous allez en moyenne en retourner 5. Donc, c'est quelque chose qui est proportionnel au nombre de cartes. Et ici, on arrive à faire ça en un nombre d'itérations. On va voir que ce n'est pas des tentatives, c'est un peu différent, mais en racine de n. Donc, on a une accélération quadratique, ce qui est évidemment très intéressant. Sachant que si on a 1 million d'entrées, on ne va pas faire 500 000 essais, mais on va en faire racine de 1 million, 1000, bien. Donc on a une accélération d'un facteur 500, qui est quand même pas négligeable du tout. Voilà. Donc en fait, ce sont des algos qui ont des applications pratiques très importantes. Par exemple, donc en cryptographie, donc la NSA s'y intéresse beaucoup. Et puis dans la recherche de données, Google par exemple, ça les intéresse aussi. Donc, ça veut dire qu'en fait, ces algorithmes, ça a un peu cristallisé l'intérêt pour les ordinateurs quantiques.
Et vu les acteurs qui sont intéressés par ce genre d'algorithme, eh bien, il y a eu une injection de beaucoup de moyens dans l'informatique quantique et pour son développement. Donc le principe de fonctionnement. Alors pour essayer de comprendre les ordinateurs quantiques, évidemment, il faut comprendre un peu de physique quantique. Alors, il y a deux phénomènes qu'on va essayer de comprendre, c'est la superposition et l'intrication quantique. Alors d'abord, avertissement. D'abord, je ne prétends pas que cette petite présentation va faire de vous des spécialistes en physique quantique. Je vais rester quand même à quelque chose de relativement superficiel parce qu'on ne peut pas aller trop loin comme ça en une heure. Donc j'ai simplifié. Alors si parmi vous il y a des gens qui sont des physiciens quantiques, c'est pas la peine de me sauter dessus pour m'égorger à la fin parce que de toute façon, je vous préviens, c'est une simplification. S'il y en a que ça intéresse, après je pourrais développer un petit peu par rapport au qubit. Je pourrais vous expliquer un peu plus en profondeur comment ça marche, mais bon voilà, pour l'instant je vais simplifier. Donc la physique quantique, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intuitif, qui est même plutôt contre-intuitif. Pourquoi? Tout simplement parce que les lois de sélection darwinienne nous ont sélectionné de manière à ce qu'on comprenne le monde qui nous entoure, c'est-à-dire un monde macroscopique, donc qui est régi par des lois classiques. Et donc la physique quantique nous est complètement incompréhensible, je veux dire, d'un point de vue intuitif. Et par conséquent, le seul moyen de faire de la physique quantique, c'est avec les mathématiques. Voilà. Donc on essaie de donner des images, souvent, vous connaissez le chat de Schrödinger, mais ces images, souvent, elles sont très trompeuses et donc il vaut mieux en rester au niveau des maths. C'est en fait à la limite plus simple que d'essayer d'imaginer comment ça peut se passer par quelque chose qui va être relativement faux. Donc le premier principe de physique quantique qui est mis en œuvre, c'est la superposition. Donc les particules élémentaires, elles sont donc extrêmement petites et donc elles vont être régies par les lois de la physique quantique. Et quand une particule peut avoir plusieurs états, eh bien son état demeure indéterminé jusqu'à ce qu'on mesure cet état. Donc je vous donne un exemple. En physique quantique, on a quelque chose qui s'appelle le spin. Alors je ne vais pas développer parce que manque de chance, on prend toujours cet exemple, mais le spin c'est une des seules grandeurs quantiques qui n'a pas de représentation classique. Donc bon, ça, intuitivement, je vais pas essayer de vous expliquer à quoi ça ressemble. Et donc le spin peut avoir deux états, up ou down. Eh bien l'état d'une particule va donc être représenté par un vecteur d'état qui sera sous cette forme-là une combinaison linéaire de up et down. Et en fait, A et B, ça détermine la probabilité d'observer la particule dans l'état up ou dans l'état down. Donc si par exemple une particule est up, on aura A égale 1 et B égale 0. Paraît évident. Si une particule a autant de chances d'être up que down, on aura A qui vaut 1 sur racine de 2 et B qui vaut 1 sur racine de 2. Pourquoi la racine carrée? Tout simplement parce qu'en fait la probabilité d'être dans un état ou un autre, c'est le carré du coefficient en question A et B. Voilà. Donc, alors, ces vecteurs, il ne faut pas se tromper, ce ne sont pas des vecteurs au sens géométrique du terme. On le voit assez facilement parce que si on imagine up et down, ce sont deux vecteurs qu'on peut obtenir l'un de l'autre par -1. Donc en fait, ce n'est pas des vecteurs au sens géométrique. Up et down sont orthogonaux dans le sens où c'est deux états qui sont mutuellement exclusifs pour l'état de la particule. Donc, en plus, A et B sont des nombres complexes. Ce ne sont pas des nombres réels, ce sont des nombres complexes. Et quand on écrit ça, ça ne veut pas dire que la particule elle est un peu up et un peu down. Non, elle est soit up, soit down, mais avec des probabilités qui sont variables et qu'on représente avec A et B. Donc, la probabilité de l'état up, c'est donc le carré du module, parce que c'est des nombres complexes, de A, et pareil pour B. Et on a évidemment la somme des deux qui vaut 1, parce que la particule est forcément dans un des deux états. Donc la somme des carrés des probabilités doit être égale à 1. Donc tout ça, c'est de l'algèbre, enfin c'est les mathématiques qui travaillent là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'algèbre linéaire. Donc l'algèbre linéaire, ça travaille avec des vecteurs et des matrices. Et donc c'est les mathématiques qui régissent la physique quantique. Alors il y a une étrangeté à ça, c'est que on peut se dire c'est pareil pour une pièce de monnaie. Si je prends une pièce de monnaie,
que je la jette en l'air, quand elle va retomber, elle peut être pile ou face. Donc d'une certaine manière, son état, avant qu'elle retombe, il est un peu entre pile et face. Sauf qu'une fois qu'elle est retombée, eh ben c'est soit pile, soit face. C'est pas un mélange des deux. Et alors qu'en physique quantique, quand la particule, tant qu'on n'a pas fait la mesure, la particule est dans un état qui est une superposition des deux états possibles dans le cas du spin. Et par conséquent, c'est fondamentalement différent. Donc la meilleure image que je connaisse, c'est celle d'un billet de loterie. À savoir que quand vous avez un billet de loto, tant que le tirage n'a pas eu lieu, il est absolument impossible de savoir s'il est gagnant ou perdant. Et donc c'est pas parce que vous avez regardé votre billet au rayon X ou quoi que ce soit que vous pourrez le savoir. C'est impossible de le savoir tant qu'il n'y a pas eu le tirage. Et en physique quantique, c'est un peu la même chose pour l'état des particules. Tant qu'on n'a pas réalisé la mesure, cet état il est indéterminé et d'une manière fondamentale indéterminable. Bon, après il y a des gens qui discutent là-dessus, notamment avec la théorie des variables cachées, mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors là, le deuxième phénomène qui est mis en œuvre, c'est l'intrication quantique. Donc, cette intrication, on dit que deux particules sont intriquées quand leur état est lié. Donc supposons par exemple qu'on ait une particule qui se désintègre en deux autres particules et que ces particules aient des spins opposés. Si l'une est up, l'autre est down, et inversement, eh bien on dit que ces deux particules sont intriquées. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est que on peut prendre ces deux particules et les éloigner très loin. Quand on va mesurer l'état de l'une, ça nous donnera forcément l'état de l'autre. Donc il y a une étrangeté parce qu'on a l'impression qu'en fait, les deux particules communiquent instantanément l'une avec l'autre malgré la distance. Mais en fait, c'est faux, elles ne communiquent pas. Il faut plutôt voir ça comme un seul système. Et en fait, il n'y a pas de communication entre eux deux, on ne peut pas se servir de ça pour communiquer. Voilà, on peut donc expliquer ça par le fait que en fait, ces deux particules forment un seul système. C'est le meilleur moyen d'expliquer ce phénomène d'intrication quantique. Alors maintenant, tout ça c'est bien beau, mais ça sert à quoi pour faire des ordinateurs quantiques? Eh bien en fait, l'ordinateur quantique, il représente l'information, non pas comme l'ordinateur classique avec des bits, mais avec des qubits. Alors, dans un ordinateur classique, les bits, ils peuvent prendre deux valeurs, 0 ou 1, je ne vous apprends rien, un binary digit, et donc, c'est relativement simple. Dans le cas des ordinateurs quantiques, en fait, ce qu'on va appeler un qubit, donc un bit quantique, il va avoir un état qui va être une superposition de 0 et 1. Alors 0 et 1, c'est un peu arbitraire, on peut choisir, on peut décider que 0 c'est up et 1 c'est down ou inversement, peu importe. Toujours est-il que l'état d'un qubit va être exprimé par donc une superposition de deux états. Et donc ça, évidemment, c'est possible grâce à la superposition quantique. Alors vous allez dire, ça sert à quoi d'avoir des états qui sont indéterminés? Parce que si c'est indéterminé, c'est pas très intéressant, on ne sait pas si c'est 0 ou 1, comment on peut faire des calculs avec tout ça? Eh bien en fait, l'intérêt c'est que souvent en informatique, il y a beaucoup d'algorithmes qui vont consister à itérer sur toutes les valeurs possibles et faire des essais. Par exemple, si je veux factoriser un nombre premier, pas un nombre premier, ça va être un peu compliqué, mais si je veux factoriser un grand nombre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais itérer sur tous les nombres les nombres premiers qui sont plus petits que la racine carrée de ce nombre, et je vais faire tous les essais. Si je n'ai pas de division qui tombe juste, j'ai affaire à un nombre premier, et si j'en ai une, le nombre n'est pas premier. Donc ça veut dire qu'on itère sur un très grand nombre de valeurs. L'intérêt avec l'ordinateur quantique, c'est que, donc si on a n bits, on peut avoir 2 puissance n valeurs, d'accord, qui sont représentées par ce nombre. Donc, si on veut essayer toutes les valeurs possibles, avec n bits, il va falloir faire 2 puissance n itérations ou essais. L'intérêt de l'ordinateur quantique, c'est que, en fait, on va faire des algorithmes qui vont travailler simultanément sur tous les états possibles de ces n bits. Donc ça veut dire que, par exemple, si on reprend l'exemple de n et 2 puissance n itérations, en fait, on va pouvoir le faire en une seule passe, parce que notre algorithme va travailler simultanément sur tous les états possibles. Et donc, au lieu d'avoir 2 puissance n itérations, on en aura une. Alors ça, c'est un peu simplifié, évidemment, on va voir après dans le détail que c'est un peu plus compliqué dans la réalité, mais il n'empêche que donc on peut s'attendre à une accélération d'un facteur 2 puissance n.
D'accord? Donc c'est quand même assez gigantesque. Et pour n égale 50, à titre d'exemple, on a une accélération de cet ordre-là, qui est à peu près 1 million de milliards. On verra que le n égale 50, il est particulier, c'est pour ça que j'en parle. Alors, en pratique, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on fabrique un ordinateur quantique? Alors, la problématique, c'est de faire un système quantique qu'on puisse accéder au niveau macroscopique et qui garde son état quantique suffisamment longtemps. Donc un certain nombre de procédés, comme par exemple des circuits supraconducteurs avec jonction Josephson, ça c'est développé par IBM. L'intérêt, c'est une bonne résistance à la décohérence, on verra ce que c'est tout à l'heure, mais en gros c'est la perte de l'état quantique. Et un autre procédé, par exemple, c'est des ions piégés, donc ce sont des ions, donc des particules chargées, des atomes qui ont perdu ou gagné des électrons et qui sont piégés dans des champs magnétiques et avec lesquels on interagit au moyen de lasers. Bon, il y a un très grand nombre de procédés. Si vous allez sur la page Wikipédia, vous verrez une liste hallucinante de procédés qui ont été envisagés pour créer des qubits. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces procédés, en général, sont assez complexes à mettre en œuvre. Et souvent, ils font intervenir des températures très basses. Souvent, on est aux alentours de 0 Kelvin, c'est-à-dire moins 273,15 degrés centigrades. Donc en pratique, à quoi ça ressemble? Ben voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez ici, c'est l'ordinateur quantique d'IBM, IBM Q. Ben, ça ressemble un peu cryogénique tout ça, avec des bidons probablement d'hydrogène liquide ou autre. Donc c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est que c'est pas quelque chose qu'on a dans la poche ou qu'on va installer dans son garage, hein. C'est quelque chose qui va être dans des centres de calcul. Et voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe à mettre en œuvre. Voilà ici un processeur quantique IBM à 16 qubits. Donc vous voyez, c'est les bidules ici. Vous remarquerez qu'il y a des liaisons entre les qubits. On verra pourquoi après. Voilà, donc ça c'est quand même pas un microprocesseur, c'est pas des dimensions microscopiques hein, quand même. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est que voilà, vu à quoi ça ressemble, on ne peut pas envisager dans un avenir proche d'avoir des ordinateurs quantiques grand public que les gens auront chez eux. C'est quelque chose qui pour l'instant va se trouver dans des centres de calcul et probablement en pratique ça va être distribué sous forme de services par le web, dans le cloud. Et on ne voit pas d'usage grand public à court terme. Ceci dit, il faut se méfier parce que c'est probablement que les gens, quand ils parlaient d'ordinateurs dans les années 40 ou 50, ils disaient exactement la même chose. Hein, quand on voyait les premiers ordinateurs du type Colossus ou autre, c'était des machines qui étaient dans des salles gigantesques. Et on n'envisageait pas à l'époque qu'on puisse avoir ça dans la poche, dans un téléphone mobile. Donc je reste quand même assez prudent par rapport à ce genre d'assertion. En tout cas, dans un avenir proche, on se doute que ça va être quelque chose qui va rester dans les centres de calcul. Alors l'ordinateur quantique a aussi des limites, comme l'ordinateur classique, j'ai envie de dire. La première limite, c'est ce qu'on appelle la décohérence. J'ai déjà évoqué ça rapidement. La décohérence, c'est la chose suivante, c'est que quand vous avez un système quantique, il ne va rester quantique qu'un certain temps, parce que du fait des interactions du monde extérieur, il va perdre ses propriétés quantiques au bout d'un certain temps, s'il n'est pas isolé. Alors justement, un des moyens de l'isoler, c'est le froid. On descend des températures très basses pour éviter les chocs thermiques, etc. Donc la décohérence, eh bien, le temps de décohérence doit être, si possible, supérieur au temps de calcul. Sinon, évidemment, on ne peut pas faire de calcul. Donc il faut des temps de décohérence qui soient suffisamment importants. Ensuite, la réduction du paquet d'ondes. Eh bien, en fait, c'est très simple, c'est que des qubits, à partir du moment où on lit leur valeur, ça devient des bits tout simplement parce que quand on lit la valeur d'un état quantique, eh bien, on a un spin qui est soit up, soit down par exemple, mais il n'y a plus de superposition, donc on n'a plus de qubits, on finit par avoir des bits. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. Une des conséquences de ça, c'est que on ne peut pas copier des qubits. Pourquoi? Parce que pour faire une copie, quelque chose quand même qui est assez courant en informatique, eh bien, il va falloir commencer par lire la valeur pour ensuite la recopier à l'identique à côté. Sauf qu'en lisant la valeur, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de qubits, on a des bits. Donc, on ne peut pas lire la valeur de qubits au cours d'un calcul. Et donc, on ne peut pas faire de copie. Et la dernière limite, celle-là c'est probablement la plus importante, c'est le nombre de qubits.
Parce que c'est bien beau l'histoire des 2 puissance n et de l'accélération, etc. Sauf qu'en pratique, si par exemple vous voulez factoriser un nombre sur 1000 bits, il paraît évident qu'il va falloir 1000 qubits au minimum. Et en fait, il en faut plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certaines applications, il va falloir qu'on multiplie le nombre de qubits. Et donc, il va falloir faire des ordinateurs avec un nombre de qubits suffisant pour avoir des applications pratiques. Et que si on a 50 qubits, c'est bien beau, mais vous pourrez factoriser des nombres avec 50 bits, et ça, c'est pas très intéressant. Hein, puisque à l'heure actuelle, les clés, c'est minimum, c'est quoi? C'est 1024, 2048. Enfin, ça change tout le temps et vers le haut. Donc voilà, ça vous donne quand même un ordre de grandeur de ce qu'il faut. Par contre, il est évident que, vu l'accélération en 2 puissance n, il faudrait essayer d'avoir le plus grand nombre possible de qubits pour avoir une accélération importante. Alors à quoi ça ressemble un algorithme quantique? Eh bien, un algorithme quantique, c'est représenté par des portes quantiques qui sont appliquées sur des qubits. Alors, en entrée, ici, vous avez des qubits qui sont préparés dans des états comme 0 ou 1. Et puis ensuite, en sortie, qu'est-ce qu'on fait? On va lire ces qubits, ça veut dire qu'on effectue la mesure, et on va obtenir des C-bits, c'est-à-dire des bits classiques. Voilà. Donc en pratique, souvent, vous allez voir, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, on représente ça sous forme comme des partitions de musique. Chaque ligne, ça représente un qubit, et ensuite, les opérateurs quantiques vont opérer sur ces qubits, soit sur un seul qubit, comme par exemple un opérateur pour une inversion, soit sur 2 qubits si on veut changer l'état de l'un en fonction de l'état de l'autre. Donc c'est représenté sous forme de partition. D'autre part, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'état d'un qubit, comme on l'a vu, c'est probabiliste. C'est-à-dire que à la fin, le fait que ça donne 0 ou 1, ce n'est qu'une probabilité. Et par conséquent, si on veut quelque chose qui soit, on va dire, fiable, il va falloir refaire ce même algorithme un certain nombre de fois pour obtenir une probabilité proche de 1. Ou proche de celle qui est censée être. Par exemple, si on est censé avoir une chance sur 2 d'avoir 0, 1 ou 1, 0, eh bien, il va faire ça un très grand nombre de fois pour que le nombre d'occurrences de chacun soit proche de la valeur attendue. Donc, en pratique, on peut aujourd'hui utiliser un ordinateur quantique. En particulier, IBM nous met à disposition ce qui s'appelle la Quantum Experience, c'est-à-dire, en fait, c'est un ordinateur quantique qui met à disposition par le web. Je vous conseille de noter cette adresse, elle est très intéressante. Si vous voulez jouer avec un ordinateur quantique, c'est possible. Voilà, et donc, quand on arrive sur cette Quantum Experience, on arrive là-dessus. Alors, ce que je vous propose, c'est pas de vous faire les slides, c'est de le faire en direct, live, n'est-ce pas, devant vos yeux ébahis. Alors, hop là, voilà. Donc quand on arrive sur le site de Quantum Experience, en pratique, il faut évidemment s'inscrire, se loguer, etc. Et après, on arrive là-dessus. Alors ici, je ne vais pas aller là, mais vous avez de la documentation qui est d'une qualité que je qualifierais en cours de travaux. Hein, mais bon, elle a le mérite d'exister, donc il y a deux documentations, une d'initiation et une user guide qui est plus poussée, qui vous explique un peu comment tout ça fonctionne. Je vous donnerai des références d'un bouquin à la fin qui vous permettront de comprendre l'état d'un qubit. Je trouve que l'introduction de cette doc est assez moyenne. Mais bon. Bref, ensuite vous avez le composeur. Donc le composeur, comme je vous disais, on représente en général l'algo sous forme d'une partition. Donc en fait, on compose la partition. C'est l'idée du composeur, n'est-ce pas ? Donc, comme je vous disais, on représente l'état des qubits par des lignes, enfin les qubits plutôt sur des lignes, et dessus, on va pouvoir mettre un certain nombre de choses. Il y a des portes quantiques ici, et puis vous avez quelque chose pour faire des mesures ici. Donc on va commencer sans être trop ambitieux. Donc ça marche en drag and drop, sauf que j'ai pas de souris, alors je suis obligé de faire ça au pad, et c'est pas très pratique, mais bon. Alors ensuite, une fois qu'on a composé son algorithme, ça va donner quoi ça à votre avis? Alors ici on a, dans le cas du Quantum Experience, on a ici toujours des états 0. On commence toujours avec des qubits à l'état 0. Si on lit ici,
qu'est-ce qu'on va obtenir là? Eh bien, 0. Voilà. Alors en fait, il y a deux possibilités ici. Alors évidemment, on peut créer une nouvelle partition ou l'enregistrer. Mais ensuite, pour exécuter, on a deux choix, Run ou Simulate. Si vous cliquez sur Run, en fait, vous allez faire tourner votre algorithme sur un véritable processeur quantique. Autrement dit, ça ne va pas être exécuté tout de suite. Ça va déclencher, ça va enregistrer une commande qui sera exécutée plus tard et par mail, vous recevrez le résultat de votre calcul. Donc, vous avez plutôt intérêt, quand vous jouez, vous avez plutôt intérêt à faire Simulate. Alors ici, vous voyez, vous avez des unités là. Donc en fait, vous avez un crédit quand vous arrivez, vous inscrivez. Et ces crédits, vous allez dépenser quand vous allez faire des calculs sur le processeur quantique réel. Tant que vous faites des simulations, ça ne vous débite pas de crédit. Voilà, donc quand vous faites Simulate, qu'est-ce qui se passe? Donc vous faites le calcul sur... Alors il faut vous donner un nom, bon bah, je donne un nom bidon. Vous allez faire le calcul donc, sur le simulateur. Et vous allez obtenir quelque chose comme ça. Alors ça, je vais jeter un voile pudique sur cette sphère, qu'on appelle la sphère de bloc, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça dépasse largement ce que je vous expliquais sur les qubits. Et on va s'intéresser à ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le résultat. Donc, on voit qu'on a 0 avec une probabilité de 100%. Donc, c'est bien ce qu'on attendait. On s'attendait à mesurer 0. Alors ici, vous avez... quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez écrire ces algos aussi sous forme de quantum ASM, assembleur, je suppose. Voilà, c'est un langage qui ressemble à ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit, j'ai 5 qubits et j'ai 5 C-bits, donc des bits classiques pour obtenir le résultat. Puisque à chaque fois qu'on va lire un qubit, on aura un bit classique. Donc si vous faites 5 lectures, vous aurez 5 bits classiques en sortie. Et puis là, notre calcul n'était pas très ambitieux puisqu'on a fait juste une mesure du qubit 0 et on le stocke dans le bit classique. Voilà. Alors en fait, ici, vous allez toujours obtenir vos résultats sous forme d'une liste de résultats que vous obtenez et puis au-dessus, la probabilité enfin pas la probabilité, plutôt la distribution de ces résultats. D'accord ? Alors, on va passer à quelque chose d'un peu plus ambitieux. On va y aller mollo quand même. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est par exemple... pourquoi j'ai plus... Non, c'est quoi ça? Hop là. Bon. Il y a cette porte-ci, par exemple, qui nous permet d'inverser... Ah, je sens que je ne vais pas y arriver. Ah. C'est pathétique. Mais il faut que... C'est drag and drop sans souris avec un trackpad, c'est pas facile du tout. Je crois que je vais pas y arriver. Ah, si, merveilleux. Alors qu'est-ce que ça va donner ici à votre avis? Ça va donner 1 parce que en fait, donc, comme je disais, la porte X elle inverse la valeur du qubit. Et en fait, c'est avec cette porte-là qu'on va pouvoir préparer nos qubits en entrée avec des certaines valeurs. Si par exemple vous voulez 0, 1, 0, 1, etc., vous allez placer des portes qui inversent les valeurs des qubits en entrée dans une première phase. D'accord? Donc je ne vais pas vous faire l'insulte de lancer ça parce que c'est pas très ambitieux. Bon, ensuite, on a des portes qui sont quand même un petit peu plus complexes, comme par exemple celle-là. Hop là. Je vais la mettre sur une autre. Voilà. Et puis, alors, si je lance ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Je vais mesurer quoi? Alors ici, H, c'est la porte Hadamard, c'est celle qui fait une superposition équiprobable entre 0 et 1. Donc si je fais cette mesure, à votre avis, vous mesurez quoi en sortie? Le premier bit, ce sera quoi? 1. Le deuxième, ce sera quoi? 0 ou 1 à équiprobabilité? Bon, on va faire l'expérience, vous allez voir. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Je vous donne cet exemple parce que c'est un piège qu'il faut bien avoir en tête quand on... En fait, on obtient toujours 0, 1. Pourquoi? Tout simplement parce que notre deuxième qubit sur lequel on a appliqué la porte H, qui fait une superposition, on ne l'a pas mesuré. Donc c'est toujours 0.
Ça, il faut l'avoir en tête parce que des fois, on se fait avoir. On oublie de faire la mesure sur un qubit donné. Et donc, si on fait ça, bien sûr, si on fait ça, on n'obtient rien. Donc, évidemment, il faut qu'on rajoute une porte qui réalise la mesure, si j'y arrive. Là. Là, on va la mettre là, c'est plus joli. Voilà. Je lance Simulate. Et là, on va bien obtenir le résultat qu'on attend, c'est-à-dire 1 pour le premier bit qui se trouve toujours à droite. Alors le premier, il est à droite, d'accord? Et soit 0, soit 1 pour le deuxième, avec une équiprobabilité, ce qu'on voit ici. D'accord? Bon. Ensuite, je vais accélérer un peu. Je vais vous montrer des exemples que j'ai déjà préparés. Ça me permettra d'aller plus vite. Oula, je crois que j'ai cliqué au mauvais endroit. Ah non, c'est bon. Alors voilà, on arrive sur quelque chose, une porte qui est un peu plus intéressante. Donc on a vu la porte X qui permet de faire une inversion de la valeur du qubit. On a vu la porte H qui permet de faire une superposition. Ici, on a une porte qui permet de contrôler un qubit avec la valeur de l'autre. Donc ici, le premier qubit va être contrôlé par la valeur de celui-ci. Si le qubit 1, enfin celui-ci, a pour valeur 1, ça inverse la valeur de celui-là. Si la valeur est 0, ça ne fait rien sur celui-ci. D'accord ? Donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir à votre avis? Ici, on va obtenir 0, 0, toujours. Parce que ici, c'est 0, donc ça ne change pas la valeur du premier, donc on aura 0, 0. Celui-ci, on change la valeur du premier, donc on a 1, 1. Et donc on va obtenir 1, 1, 0, 0. On va le lancer. Voilà, 1, 1, 0, 0 avec une probabilité de 100%. D'accord? Vous comprenez maintenant un peu comment ça marche? Donc ces portes, évidemment, sont essentielles pour faire des algorithmes quantiques, parce qu'il faut qu'on puisse contrôler l'état d'un qubit avec celui d'un autre. Ça paraît évident pour avoir des choses, des calculs à peu près intéressants. Maintenant, on va passer à quelque chose. C'était l'exemple combien, ça? C'était le 3. On va passer au 4, où on commence à avoir quelque chose d'un peu plus complexe. Voilà. Alors, ici, c'est un peu plus compliqué parce qu'ici, on a rajouté une porte d'Adamar devant le qubit qui contrôle le résultat. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si ici, le qubit vaut 0, on aura 0, 0. Si à la sortie de la porte, on a 1, ça fait 1, 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une équiprobabilité entre 0, 0 et 1, 1. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a des qubits qui sont intriqués. C'est-à-dire que l'état de l'un dépend de l'état de l'autre. Et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, l'intrication. Ici, on a une intrication entre deux qubits. On peut aussi faire la même chose de manière à ce que, on ait des valeurs opposées. C'est relativement simple. Il suffit de rajouter une porte qui fait l'inversion. Voilà. Et ici, on aura 0, 1 ou 1, 0. Voilà. Voilà. D'accord? Donc vous voyez, avec des portes relativement simples, on arrive à changer les valeurs de certains qubits par la valeur d'autres et à intriquer les qubits. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'il y a d'autres portes que je ne vais pas détailler parce que ça va beaucoup plus loin que ce que je vous ai expliqué. Je vais vous dire rapidement, en gros, si vous voulez, l'état d'un qubit, ce n'est pas forcément 0, 1, c'est sur une sphère. C'est ce qu'on appelle la sphère de Bloch. Et par conséquent, il y a des opérateurs qui font des rotations. X, en fait, c'est pas X pour inversion, parce qu'on ne voit pas trop le rapport entre X et inversion, c'est juste une rotation autour de l'axe des X. Donc si vous avez un vecteur qui est vers le haut, il se retrouve vers le bas. D'accord? C'est une rotation de pi autour de l'axe des X. Vous avez des opérateurs voilà, qui sont un peu plus complexes que je ne vais pas détailler. Alors, en pratique, les algorithmes que je vous ai montrés sont quand même un peu légers, on va dire. Voilà.
Des algorithmes un peu plus complexes. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué de visu sur... voilà. Alors maintenant, ça, c'est une implémentation de l'algorithme de Grover. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a des portes qu'on ne connaît pas, et puis c'est un peu compliqué. Grosso modo, l'algorithme de Grover, il permet de retrouver une valeur à partir d'une superposition d'autres valeurs. C'est un algorithme de recherche. Vous avez ici une fonction qui s'appelle l'oracle, qui va permettre d'inverser la valeur de la valeur recherchée. Et ici, vous avez ce qu'on appelle l'amplification d'amplitude, qui va permettre de dissocier la valeur qu'on a recherchée et qu'on a inversée de toutes les autres. Bon, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder des explications de l'algorithme de Grover, mais c'est quand même assez ardu. Donc, il vaut mieux avoir déjà compris avant des principes de physique quantique pour comprendre ces portes-là. Alors, maintenant, la situation actuelle. Ça bouge beaucoup en ce moment sur les ordinateurs quantiques. En ce qui concerne IBM, ils travaillent sur les ordinateurs quantiques depuis plus de 35 ans, IBM. Et ils ont dévoilé un ordinateur quantique à 5 qubits en 2016. En 2017, ils ont ouvert une division commerciale qui s'appelle IBM Q et qui a pour objectif de vendre du calcul quantique par le cloud. Et en 2017, ils ont annoncé des processeurs quantiques à 16 et 17 qubits. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. La photo qu'on voyait d'un processeur quantique, c'est celui à 16 qubits. Alors évidemment, ça ne paraît pas très ambitieux, 16 qubits, mais ils pensent arriver assez rapidement à 50 qubits. Alors après, bon, on ne va pas faire une loi de Moore, une loi de Casabianca sur la puissance des processeurs quantiques, mais bon, ils sont passés de 5 à 16 dans l'espace d'un an. Donc on peut se dire que peut-être, on peut espérer qu'ils arrivent assez rapidement à 50. En combien de temps ? En un an, puisque voilà, à 3 x 16, 48, je crois à peu près. Donc voilà. Alors, c'est encore une fois, on retrouve cette limite de 50, je vous expliquerai pourquoi après. Alors, il y a une autre entreprise qui est assez connue, qui s'appelle D-Wave Systems, en tout cas dans le monde des ordinateurs quantiques. En 2007, elle a fait un ordinateur de démonstration à 16 qubits. Bon, voilà, c'est à peu près le nombre de qubits qu'on avait sur l'ordinateur actuel d'IBM. Donc, ils étaient quand même assez en avance. En 2011, ils ont fait un ordinateur quantique à 128 qubits. Le D-Wave One, qu'ils ont vendu pour 10 millions de dollars à Lockheed Martin. Lockheed Martin, c'est des gens qui fabriquent des avions, entre autres, mais pas seulement. Ils sont très gros dans le monde de la sécurité. En 2013, ils ont vendu une machine à 512 qubits, D-Wave 2 à la NASA, Google, et en fait un consortium qu'avait fait la NASA, Google et les universités américaines pour mettre en place un laboratoire d'intelligence artificielle quantique. En 2015, ils ont dépassé la barrière des 1000 qubits avec l'ordinateur D-Wave 2X. Et en 2017, ils en sont à 2000 qubits avec le D-Wave 2000Q, qui sont vendus à Temporal Defense System, qui est une entreprise de sécurité. Alors, on peut s'étonner, on peut dire, mais ils ont énormément de qubits sur leurs ordinateurs, ça doit être les champions du monde des ordinateurs quantiques. Mais en fait, c'est pas si simple que ça, parce que il y a une controverse sur D-Wave pour une raison qui est que ils sont très secrets. En fait, ils ne donnent pas accès à leurs ordinateurs quantiques à n'importe qui. Et par conséquent, il y a des gens qui doutent même qu'il y ait une véritable accélération quantique perceptible avec leurs ordinateurs. Et en fait, ça vient du fait qu'ils utilisent un procédé qui s'appelle le quantum annealing, que certains considèrent comme une impasse pour le calcul quantique. Et en fait, le principe, je vais essayer de vous l'expliquer un peu avec les mains. L'idée, elle est que, en fait, dans le quantum annealing, on ne peut pas setter l'état des qubits individuellement comme on veut. Et en fait, on compte sur le fait qu'ils vont revenir à leur état d'énergie le plus bas, comme tout système physique. Et par conséquent, on va implémenter des algorithmes quantiques qui vont faire en sorte que les qubits arrivent dans l'état qu'on recherche. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, c'est assez vague pour moi aussi, parce que en fait, ils sont assez secrets sur leur implémentation. Mais donc c'est assez controversé. Ils ont des ordinateurs qui, en termes, si on base sur les chiffres, sont très puissants en termes de nombre de qubits, mais en pratique, il y a quand même des doutes. Néanmoins, quand même, Google en particulier a acheté, et puis la NASA a acheté des ordinateurs à des millions de dollars, donc on se dit quand même d'avoir quelque chose derrière.
Google ensuite. Alors Google, c'était d'abord un client D-Wave, et puis maintenant ils développent leur propre technologie qui serait, alors là c'est pareil, on ne connaît pas les détails, mais qui serait un hybride entre celle d'IBM et de D-Wave. Donc en 2017, ils ont produit une machine à 20 qubits, et fin 2017, ils disent qu'ils vont arriver à 49 qubits. On est presque à 50. Et en fait, Google investit massivement dans l'ordinateur quantique. On imagine bien pourquoi, pour des problématiques de recherche probablement. En 2017, il y a des ingénieurs de Google qui ont produit un article où ils disaient que dans quelques années, les ordinateurs quantiques seront plus puissants que tout ordinateur classique pour réaliser certaines tâches. Donc, on peut dire que c'est un peu l'idée de, enfin c'est un peu, comment dirais-je, la déclaration d'intention de Google concernant l'informatique quantique. C'est-à-dire qu'ils investissent massivement et ils croient qu'à court terme, on arrivera à des résultats assez impressionnants. Oui, d'ailleurs, Google met à disposition aussi son ordinateur quantique, mais seulement pour les chercheurs. Donc vous ne pourrez pas vous inscrire pour le moment, à moins qu'il y ait des chercheurs en informatique quantique dans la salle, mais bon. Microsoft, je vais passer rapidement, Microsoft Intel et Alibaba. Microsoft travaille aussi sur des ordinateurs quantiques avec un système qui s'appelle StationQ. Intel essaye d'implémenter des puces quantiques sur le silicium, parce que c'est quand même un peu leur business quand même. Et puis Alibaba, qui est un géant du commerce en ligne chinois, avec d'autres, avec notamment l'Académie des sciences chinoises, a fait un laboratoire d'informatique quantique. Et puis Atos, Cocorico, ils proposent un ordinateur classique, donc c'est un gros cube quand même, qui permet de simuler 40 qubits. Voilà, donc ça permet en fait aux chercheurs et aux curieux, fortunés quand même, de s'initier aux algorithmes quantiques. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne approche d'avoir un ordinateur physique, mais bon. Ceci est une autre histoire. Les perspectives. Alors en fait, en informatique, il y a beaucoup de problèmes qui ont une complexité exponentielle. L'exemple le plus simple qu'on peut trouver, c'est le nombre de convives autour d'une table. Si vous avez 3 personnes, le premier, il peut se mettre à 3 places, le deuxième à 2 places, et une place, ça fait factoriel 3, c'est-à-dire 6. Sauf que quand on a 10 convives, on est déjà à 3 millions de possibilités. Donc ces genres de problèmes, typiquement, qu'on rencontre dans l'optimisation, par exemple livraison de Amazon à New York. Vous imaginez le nombre de possibilités de répartition des colis dans les camions et le trajet des camions. On a des problèmes en fait qui ont une complexité qui explose. Et par conséquent, avec l'informatique classique, on ne peut pas résoudre ce genre de problème d'une manière satisfaisante. En chimie, on a le même genre de problème aussi quand on essaie de voir comment se comportent les électrons dans une molécule. Donc, on connaît les orbitales atomiques des atomes hydrogénoïdes, c'est-à-dire avec un seul électron. Mais dès qu'on en a plusieurs, les interactions sont compliquées et ça devient très compliqué de modéliser en fait des molécules qui comportent un grand nombre d'électrons. Néanmoins, tous ces problèmes-là sont des problèmes fondamentaux. Et donc, on se dit que si on a des ordinateurs quantiques suffisamment puissants, on va pouvoir peut-être résoudre ces problèmes. Comme je vous ai dit, on peut attendre une accélération en 2 puissance n. Donc si on a 50 qubits, on peut attendre une accélération d'1 million de milliards. 1 million de milliards, c'est beaucoup. Et par conséquent, des problèmes qui étaient totalement inatteignables, qu'il aurait fallu des milliards d'années pour résoudre avec un ordinateur classique, sont apportés tout simplement, on peut les calculer en quelques minutes. Et donc ce 50 qubits, c'est ce qu'on appelle la suprématie quantique. Alors c'est un grand mot qui sonne un peu marketoïde. La suprématie quantique, c'est que beaucoup de gens se disent qu'à partir de 50 qubits, on pourra dépasser avec les ordinateurs quantiques la puissance de tous les ordinateurs classiques actuels. Donc ça permettra de résoudre un certain nombre de problèmes, comme par exemple développer de nouveaux médicaments, et repliement des protéines. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de c'était un programme qui tournait sur des ordinateurs de particuliers pour résoudre ces problèmes de repliement de protéines. Les orbitales moléculaires, je vous en ai déjà parlé. Et puis l'optimisation à grande échelle, c'est le problème du voyageur de commerce que je ne vais pas détailler. Donc on peut s'attendre dans les 5 prochaines années à une révolution quantique, à une suprématie quantique
C'est-à-dire sur certains problèmes, il faut bien retenir que c'est seulement certains problèmes particuliers, comme l'optimisation, les orbitales moléculaires, etc. Mais sur ces problèmes-là, on peut s'attendre à ce que l'ordinateur quantique permette des progrès significatifs dans les 5 prochaines années. Pour aller plus loin, si vous voulez vraiment comprendre l'ordinateur quantique, il faut savoir vraiment dans le détail ce que c'est que l'état quantique. Comme je vous ai expliqué, un vecteur d'état. Je vous conseille ce bouquin-là. Si vous lisez les premiers chapitres, vous aurez une vision très claire. Et en même temps, c'est relativement simple. C'est Leonard Susskind, qui est un grand physicien américain, qui a écrit un bouquin, donc le minimum théorique sur la physique quantique. Il a fait la même chose pour la physique classique. C'est assez lisible, il faut avoir un niveau bac scientifique, première ou deuxième année de fac. Ça devrait suffire pour comprendre ça. Et puis, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez jouer avec le Quantum Experience d'IBM et ça vous permet de vous familiariser avec des algorithmes quantiques. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je suppose qu'on a 1 minute. Plus de temps, on me dit dans l'oreillette. Merci.